Nouveau numéro de reporter sur France 24. Sur l'île de Java, en Indonésie, une ville coule littéralement. Cette ville, c'est Jakarta, l'actuelle capitale, 11 millions d'habitants, l'une des villes les plus peuplées d'Asie du Sud-Est. Elle est aujourd'hui directement menacée par la montée des eaux qui s'accélère avec le réchauffement climatique. 40% de la superficie de la ville se trouve déjà sous le niveau de la mer. En duplex, on retrouve Lucie Berbet. Lucie, la situation de Jakarta est si alarmante que le gouvernement indonésien a pris une décision radicale, déplacer la capitale à 1500 km de là, en créant une ville nouvelle dont vous êtes allé visiter le chantier. Absolument, il faut s'imaginer que c'est une ville gigantesque de plus de 560 km² qui est littéralement en train de sortir de terre sur l'île de Bornéo, dans le centre de l'archipel indonésien. Cette ville, elle doit être construite sur une forêt artificielle, mais c'est bien l'idée même de développer une ville ici, sur l'île de Bornéo, qui inquiète les communautés locales et les défenseurs de l'environnement. Pourtant, l'idée de déplacer la capitale indonésienne, elle n'est pas nouvelle et elle est même plutôt populaire dans le pays. La ville de Jakarta est une ville en sursis. C'est la ville qui coule le plus vite au monde. Les quartiers du nord de la capitale, les quartiers côtiers, ont même sombré de plus de 2,50 mètres ces 10 dernières années. Et les habitants là-bas font déjà face aux conséquences concrètes de la montée des eaux. Oui, on va découvrir ça dans le reportage que vous avez consacré à Jakarta. Reportage tourné avec Ulysse Caillou. On vous retrouve juste après. C'est le mur qui sépare mon quartier de la mer. S'il n'y avait pas ce mur, l'eau inonderait toutes nos maisons. Mon objectif, c'est de quitter Jakarta avec ma famille pour nous installer plus en hauteur. Mais pour l'instant, je n'en ai pas les moyens. Même si on est bien conscient que Jakarta est en train de couler. La vie de Muhammad Roni ne tient qu'à ce mur de 5 mètres de haut et 32 km de long, qui évite aux quartiers pauvres du nord de Jakarta d'être engloutis par l'océan. Car la capitale indonésienne de 11 millions d'habitants, bâtie sur un delta, subit aujourd'hui de plein fouet la montée des eaux et se noie peu à peu. Une situation aux conséquences déjà dramatiques, surtout en période de mousson, quand des pluies diluviennes s'abattent sur Jakarta. Akibat hujan deras, ratusan rumah di sejumlah kawasan di ibu kota terendam banjir hingga mencapai ketinggian 1 meter. Sebagian warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka tergenang. Toute la ville de Jakarta est concernée par ces inondations qui bouleversent la vie des habitants. Le centre, mais surtout les zones côtières. Car ici, le sol s'est déjà dangereusement affaissé sous le niveau de la mer et continue de s'enfoncer de 25 cm par an le long de la côte. Un naufrage qui s'explique par des décennies passées à puiser de l'eau directement dans les nappes phréatiques. Les sols, fragilisés par ces milliers de forages, ne peuvent plus soutenir le poids de la ville. Muhammad Roni a grandi dans ce bidonville de 10 000 habitants, au milieu d'un dédale de ruelles qu'il connaît par cœur. Venez par ici. C'est un raccourci pour aller voir le mur. À 49 ans, il a été l'un des premiers témoins de la montée des eaux à Jakarta. Aujourd'hui, cet enfant du quartier peine à reconnaître la plaine où il a grandi. Beaucoup d'endroits où j'allais jouer étant enfant ont disparu depuis la construction du mur. Et les terres de l'autre côté ont déjà été englouties par l'océan. Muhammad Roni se sait en sursis, car la digue, érigée il y a 5 ans, montre déjà des faiblesses.
Des fissures que les habitants ont tenté de colmater en vain. L'eau gagne peu à peu du terrain. Au début, il n'y avait pas de fissures. Elles sont apparues quelques mois plus tard et de l'eau a commencé à s'infiltrer. Avec les habitants des environs, nous sommes inquiets quand on voit l'état du mur. On se dit qu'avec la forte pression de l'océan, le mur peut céder à tout instant et inonder tout le quartier. Ça nous fait très peur. Face au déclin de Jakarta, les autorités indonésiennes ont pris une décision radicale et inédite. Construire une nouvelle capitale de toutes pièces ici, sur l'île de Bornéo, poumon vert de l'Indonésie, à 1500 km de Jakarta. Le chantier a déjà commencé. Officiellement, seules des forêts qui servent aujourd'hui à l'industrie du papier seront détruites. 22 000 ouvriers s'activent depuis des mois. Un projet titanesque à 33 milliards d'euros, dont se félicite ce responsable, chargé de superviser les travaux. La région présente peu de risques de catastrophes naturelles. Il y a peu de séismes ou d'inondations, contrairement à Jakarta. Parce que les ressources naturelles sont très vastes ici, c'est aussi une belle opportunité de développement pour la région. Et voici à quoi devrait ressembler la future capitale. Une ville aux allures futuristes, aux nombreuses zones boisées, qui fait la promotion des énergies vertes. Elle doit abriter notamment le palais présidentiel, puis à terme, près de 2 millions d'habitants d'ici 2035, essentiellement des fonctionnaires ou des cadres. Cette ville porte déjà un nom, Nusantara, archipel en indonésien, un mot censé symboliser l'unité du pays. Mais pour faire sortir de terre cette nouvelle capitale verte, des milliers de villageois autochtones vont devoir être expulsés. Vous voyez ici, ils ont déjà commencé à construire des bâtiments officiels. Yati Dahlia est née dans la région. Elle observe chaque jour l'avancée des travaux et ne supporte pas l'idée de voir la nouvelle capitale empiéter sur ses terres. On vit sur ces terres depuis très longtemps, quand il n'y avait pas encore de route, qu'il fallait passer par les rivières pour se déplacer, quand nos villages n'avaient pas d'électricité. Et maintenant, on veut nous jeter dehors pour laisser la place aux nouveaux habitants. Aux abords de ce village, un système de retenue d'eau pour approvisionner la future capitale est en construction. Là, c'est le barrage qu'ils sont en train de construire. Et vous voyez, il se trouve tout près de ce village traditionnel. Parce que le chantier se trouve à quelques mètres seulement des habitations, 80 familles vont être expulsées et relogées à 200 km d'ici, obligées d'abandonner leurs terres et leurs racines. Yati Dahlia est loin d'être la seule à s'indigner du projet. Ici, la colère gronde. Ces villageois voyaient en cette nouvelle capitale une opportunité de développement et d'emploi. Mais aujourd'hui, bientôt délogés, ils se sentent totalement impuissants. Nos terres, c'est tout ce qu'on possède. Nos plantations et nos maisons vont être détruites. Où allons-nous aller? À quoi va ressembler la vie de nos enfants et de nos petits-enfants? On ne peut rien faire. Je suis désolé, mais cette nouvelle capitale ne nous rend ni fiers ni heureux. Au contraire, elle nous rend tristes et anxieux. Nous ne sommes pas opposés au gouvernement. Nous, les autochtones, on ne veut pas le combattre. On veut simplement qu'il nous écoute. À Bornéo, le projet de future capitale inquiète aussi les défenseurs de l'environnement. À cause de l'exploitation d'huile de palme, les forêts sont déjà en proie à la déforestation. Et des dizaines d'espèces comme l'orang-outan, symbole de l'Indonésie, sont menacées d'extinction. Les cultures intensives d'huile de palme
ont progressivement décimé leur habitat à travers toute l'île de Bornéo. La nouvelle capitale s'annonce comme une menace supplémentaire pour l'écosystème de l'île, déjà fragilisé. À 50 km des chantiers, Agus Bey protège cette mangrove depuis 23 ans. Ces dernières années, face à l'étalement urbain, il a vu sa surface diminuer peu à peu et craint que le phénomène ne s'accélère avec la nouvelle capitale. Ici, il y avait une mangrove. Maintenant, elle a été détruite. C'est un port pour le transport maritime. S'il est si important de préserver ces forêts, c'est parce qu'elles abritent des espèces endémiques qu'on ne trouve que sur l'île de Bornéo. Regardez, on les voit là-bas. C'est un groupe de singes nasiques. Ces singes, au nez proéminent, ne seraient plus que 150 aujourd'hui dans la région. Et leur nombre ne cesse de diminuer ces dernières années. Agus Bey redoute de voir leur habitat se réduire encore, avec l'arrivée en masse de nouveaux habitants. Le risque, c'est qu'avec la forte pression immobilière, les mangroves soient détruites et transformées en infrastructures. Ça peut réduire drastiquement la surface de la forêt. Et si les singes nasiques ne trouvent plus à manger, l'espèce va s'éteindre. Cette nouvelle capitale qui doit sortir de terre en pleine forêt, les habitants des quartiers pauvres de Jakarta ne la verront jamais. Muhammad Roni le sait, il ne fera pas partie des personnes relogées. Assalamualaikum. Gimana Dek, dagangan ramai hari ini? Ya, nggak terlalu ramai sih, biasa aja. Dans sa maison où il tient une petite épicerie, il vit toujours sous la menace des inondations. Alors pour réduire le risque, il a été forcé de s'adapter. Ici, le sol était environ 80 cm plus bas au moment des inondations. Et de rehausser tout le niveau de sa maison. Une vingtaine de maisons ont déjà été surélevées dans le quartier. Mais le père de famille se sait toujours menacé. Malgré ses travaux, en période de mousson, sa maison se retrouve toujours inondée. J'ai toujours peur des inondations, surtout si le mur venait à céder. Si les fissures continuent à s'agrandir, notre peur pourrait devenir réalité. Le quartier pourrait être englouti en un rien de temps. Dans le nord de Jakarta, une partie de ce quartier a déjà été engloutie. Comme cette mosquée, lentement dévorée par les eaux. Avant, j'étais heureux de vivre en bord de mer, de voir les vagues et de m'amuser dans l'eau. Mais dès que j'ai vu ce mur et la montée des eaux, j'ai compris que ma survie ne tenait plus qu'à cette digue. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus possible pour nous de vivre ici, parce que le niveau de la mer continue sans cesse de monter. On ne peut que prendre nos précautions et espérer que le gouvernement prenne la mesure du problème. La nouvelle capitale indonésienne devrait être achevée en 2045. D'ici là, un tiers de Jakarta pourrait être déjà submergé. Et on retrouve Lucie Berbet. Lucie, on l'a vu dans votre reportage, les conséquences de la montée des eaux sont déjà bien visibles à Jakarta. Mais comment en est-on arrivé là, à ce tel point? Jakarta peut-elle encore être sauvée? Est-ce réversible? Le problème de Jakarta, il est multiple. Déjà, il faut le rappeler, la ville a été construite sur un delta, donc sur des sols particulièrement instables. Mais la raison principale, c'est sans aucun doute les milliers de puits illégaux qui ont été construits à travers la ville et qui ont servi aux habitants pendant des décennies pour puiser l'eau directement dans les nappes phréatiques. Ces nappes phréatiques, aujourd'hui, elles sont quasiment à sec et elles peinent à se régénérer à cause de la bétonisation des sols à Jakarta. Pour autant, vous l'imaginez bien, des solutions ont été pensées pour sauver la capitale indonésienne ou pour du moins tenter de réduire les effets de la montée des eaux.
L'une de ces solutions, c'est le mur que nous vous avons montré dans notre reportage. Ce mur, il fait partie d'un projet encore plus grand qui doit aboutir en 2027 à la création de plusieurs digues et notamment à la construction d'une île artificielle dans la baie de Jakarta, une île de 40 km² qui doit accueillir à terme une partie de la population de la capitale. Mais ce projet, il est décrié par une partie des urbanistes qui estiment qu'il ne s'attaque pas au problème de fond de Jakarta, c'est-à-dire l'affaissement des sols, et qu'il offre simplement une solution temporaire, une solution à court terme pour sa population. Alors, vous nous avez aussi montré dans votre reportage les travaux de la nouvelle capitale. Quand doit-elle entrer en fonction ? Alors justement, au lendemain de notre tournage sur l'île de Bornéo, le président indonésien est venu rendre visite aux ouvriers sur le chantier. Et pendant cette visite, il a rappelé l'objectif principal, la première échéance de cette nouvelle capitale, c'est l'inauguration du palais présidentiel qui doit avoir lieu dès l'été 2024. C'est dans à peine plus d'un an. Alors d'ici là, la capitale ne sera pas terminée. Les travaux doivent se poursuivre jusqu'en 2045. Mais le gouvernement se veut optimiste pour le développement de cette capitale, qu'il n'imagine d'ailleurs pas uniquement comme une capitale administrative. Il veut vraiment en faire une mégapole à part entière qui accueillera des millions d'habitants, des écoles, des hôpitaux, même des terrains de football. C'est un sport particulièrement populaire en Indonésie. Et ça, le président l'a bien compris puisqu'il compte miser sur le sport pour promouvoir la nouvelle capitale. Il s'est pris à rêver publiquement d'organiser les Jeux Olympiques de 2036 à Nusantara, dans la nouvelle capitale indonésienne. Alors pour le moment, ce ne sont que des mots, mais il montre bien l'ambition du gouvernement pour sa future capitale. Merci beaucoup, Lucie Berbet. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.